Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de parler un petit peu des plastiques. Alors, je vais essayer de faire une petite introduction, peut-être pour rappeler les éléments essentiels, enfin, qui me paraissent essentiels, évidemment. Et donc, du coup, ben, j'ai préparé quelques transparents pour essayer de vous expliquer pourquoi nous devons lutter contre la pollution plastique. Parce que très souvent, il n'est pas toujours facile de bien comprendre le problème, qui est relativement complexe. Et c'est vrai que si on veut agir à tous les niveaux, quel niveau que ce soit chez nous, que ce soit dans notre milieu professionnel, etc., il faut quand même, je pense, avoir une bonne compréhension du pourquoi avant de s'attaquer au quoi. Voilà, alors, hop, je vais passer à la deuxième diapo. Donc, ce que nous voyons, nous, ce qui nous inquiète, enfin, disons ce que nous percevons, ce que nos sens perçoivent, ce sont les macrodéchets plastiques que nous pouvons voir et qui parfois envahissent certains endroits de notre environnement, qu'ils soient proches ou lointains. Et donc, c'est ce qu'on appelle des macrodéchets. Donc, on les voit, les macrodéchets plastiques, dont la moitié, il faut quand même le rappeler, c'est important, a servi à produire ou emballer des denrées alimentaires. Voilà pourquoi à l'INRA, et nous sommes vraiment au cœur de cette problématique. Alors, évidemment, l'emballage alimentaire est un bon exemple de ces matières plastiques qui produisent des déchets contre lesquels on cherche à lutter. Alors, le plastique n'est pas utilisé que pour l'emballage alimentaire, mais quand même, il y en a presque la moitié, hein, qui sont utilisés, dans le secteur, en tout cas agroalimentaire, pour l'emballage ou la production dans l'agriculture aussi. Et donc pourquoi? Bah, tout simplement parce que, bah, ce plastique, on l'utilise, parce qu'il est utile et le plastique, les matériaux plastiques en tout cas jouent un rôle clé, dans la fabrication, dans le stockage, dans le transport, dans la vente, mais aussi dans la consommation et pas seulement, de nos aliments. Donc on le sait en tant que citoyen consommateur dans notre vie quotidienne, hein, évidemment, on touche du plastique, tout le temps et on le sait encore mieux parce que, lorsqu'on travaille à l'INRAE, bien entendu. Alors, je voudrais juste rappeler que dans la vie de n'importe quel matériau, quel qu'il soit, il y a 3 grandes étapes qui sont sa fabrication. Alors là, bon voilà, ce sont des matières premières qu'on va utiliser, qui sont renouvelables, pas renouvelables, des procédés de fabrication qui seront plus ou moins gourmands en énergie, en eau, et cetera. Donc ce sont quand même des effets assez négatifs, hein, forcément. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'usage, où là, on va en tirer tout le bénéfice. Donc, si on prend l'exemple des emballages alimentaires, eh bien, il est important que ces matériaux plastiques soient adaptés aux besoins de l'aliment pour réduire les pertes et gaspillages. Donc, c'est un bénéfice que l'on tire de cette seconde étape. Après en avoir payé le prix économique et environnemental dans la première étape. Mais il y a aussi une troisième étape, c'est-à-dire que devient le matériau après usage. Et là, il y a encore un coût économique et environnemental à payer. Donc, c'est quasiment beaucoup de négatifs. Et donc, on va se préoccuper de ce que l'on va faire après utilisation. Et là, ce qui est important, c'est que la caractéristique des matériaux plastiques par rapport à tous les autres matériaux que l'homme a utilisés et utilise sur Terre, c'est que ces matériaux plastiques durent très longtemps. C'est-à-dire que souvent on parle du champ jusqu'à l'assiette, mais là, attention, hein, du champ jusqu'à l'assiette, c'est une toute petite partie de la vie du plastique qui est extrêmement courte en fait. La plus grande partie de ces matériaux plastiques, de la vie de ces matériaux plastiques se passera après utilisation. Donc, par exemple, on peut dire que entre la fabrication et l'utilisation, ça va être quelques mois, voire quelques années maximum. L'étape après utilisation, ça peut durer plusieurs centaines, voire milliers d'années.
Donc voilà, le plastique est un matériau très particulier. Alors on va se retrouver très souvent à devoir peser d'un côté le bénéfice qui correspond à la réduction des pertes et gaspillages et de l'autre côté le coût, le coût qui va être lié à la fabrication, mais surtout pour les matériaux plastiques au devenir des déchets sur le long terme. C'est quand même vraiment quelque chose d'important. Et alors, le plastique, il faut bien comprendre que le plastique se différencie de tous les matériaux que l'on utilise parce qu'il n'est capable de réintégrer spontanément aucun des grands cycles biogéochimiques qui garantissent la stabilité de notre environnement. Alors, ces grands cycles biogéochimiques, donc il y a de la matière qui est créée sur Terre, qui a toujours été créée, et donc, ces matériaux sont capables de réintégrer soit des cycles, par exemple le cycle, du carbone organique, donc ça on le connaît bien, donc c'est la feuille qui est dans votre jardin qui tombe, ensuite donc qui apparaît au printemps, qui tombe, à l'automne et qui est dégradée, puis ensuite photosynthétisée et vous la retrouvez, quasiment à l'identique donc au printemps d'après. Donc ça, c'est un cycle biologique du carbone, mais il y a tout un tas d'autres cycles. Par exemple, pour les matériaux, alors pour tout ce qui est papier, carton et cetera, bien ce sont des matériaux aussi qui sont biodégradables et qui sont capables de réintégrer, le cycle du carbone organique, le cycle court du carbone organique, hein. Et puis tous les matériaux comme le verre, ça sera le cycle, plutôt, géochimique, un petit peu de biologique, mais beaucoup moins, de la silice, pour, certains métaux, ben, ça sera, le cycle aussi géochimique du fer et cetera. Or le plastique, lui, il ne réintègre aucun de ces cycles biogéochimiques et c'est aussi ce qui a fait que personne ne s'est méfié de ce matériau puisque tous les matériaux qu'on utilisait sur terre, d'une façon ou d'une autre, pouvaient réintégrer ces grands cycles. Le plastique ne le pouvant pas, eh bien, il va s'accumuler et il va déséquilibrer notre environnement. Et c'est bien ce qui nous inquiète le plus actuellement. Donc, la première étape évidemment, du devenir de ce plastique après usage, c'est l'accumulation et on le voit. 3 terminent dans les océans, 97 dans les sols. On parle beaucoup, du plastique dans les océans parce qu'on le voit plus facilement. Enfin, la grande majorité est quand même stockée dans les sols et on a beaucoup moins de connaissances d'ailleurs sur l'impact de ces déchets plastiques sur la qualité de nos sols. La deuxième étape, c'est la fragmentation. Alors ça, c'est vraiment aussi une caractéristique des matières plastiques. Elles se fragmentent en bouts de plus en plus petits, d'abord à l'échelle micrométrique et puis ensuite à l'échelle nanométrique. Et il faut plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années, pour que le plastique se retrouve sous forme de petites particules. Et plus il est petit, plus il voyage, donc dans tous les compartiments, de notre planète et donc il va voyager, dans les compartiments, de il va voyager dans la terre, il va diffuser avec l'eau, il va se retrouver dans les eaux douces, dans les mers et puis, plus récemment aussi, on s'est aperçu qu'une grande partie des particules plastiques voyageaient par la voie des airs, donc ils sont entraînés et peuvent ainsi donc, aller, coloniser, tous les endroits, même les endroits les plus vierges de notre planète, hein. C'est ainsi qu'on en a retrouvé, par exemple dans les glaciers de l'Arctique et cetera. Et aussi, plus il est petit et plus il se charge en polluants, parce que le plastique a une caractéristique, c'est qu'il adore les substances hydrophobes et pas de chance, les substances qui sont souvent les plus néfastes pour notre santé et la santé en général des êtres vivants, ce sont des substances dites hydrophobes. Donc le plastique interagit très facilement avec elles et les absorbe et va les transporter d'un point à l'autre pour ensuite donc les réémettre. Et puis la quatrième étape, c'est lorsqu'il est suffisamment petit, c'est-à-dire que lorsqu'il a atteint l'échelle nanoscopique ou qu'il s'en rapproche, il va être capable de pénétrer dans les organes des êtres vivants, y compris les nôtres, hein, par des phénomènes de type translocation et comme notre organisme ne possède pas les outils biologiques pour s'en débarrasser, eh bien ce plastique là aussi va s'accumuler, y rester longtemps et entraîner des phénomènes inflammatoires et des déséquilibres aussi locaux avec certaines maladies qui arrivent derrière. On en a retrouvé il y a
très peu de temps, dans, les placentas, en quantité importante. Bon voilà, donc je vais pas, revenir, enfin je vais pas détailler, on va dire, ce devenir du plastique. Il faut juste se rappeler qu'il est très, très, très complexe, qu'on a commencé à l'étudier il y a très peu de temps, en fait, que les connaissances se multiplient. Il y a énormément, de projets et d'efforts de recherche un petit peu partout dans le monde sur ce sujet. Mais je dirais que, on dispose à peu près de 10 des connaissances, dont on aurait besoin sur le devenir des plastiques dans notre environnement et y compris donc la biosphère, c'est-à-dire les êtres vivants, y compris sur la santé, sur l'homme, bien sûr, puisque nous faisons partie de cette biosphère. Voilà, donc ça, c'est un domaine scientifique à part entière en devenir, il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent petit à petit, mais il y a encore énormément d'ignorance et de zones, d'ombre. Voilà, tout le monde y travaille. Alors, ce qu'il faut quand même retenir et ce qui est assez caractéristique, c'est que ce plastique fait partie de ce qu'on appelle les systèmes linéaires, c'est-à-dire qu'on va utiliser les ressources pour fabriquer un matériau qui ensuite va s'accumuler en tant que déchet. Donc, on se retrouve confronté non seulement à un épuisement des ressources, mais aussi et surtout à une accumulation des déchets. Et si l'épuisement de certaines ressources nous a fait peur, actuellement, ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'accumulation de déchets, que ce soit les gaz à effet de serre ou les matériaux plastiques. Hein. L- Parce qu'en fait, le plastique, on pourrait penser on pourrait dire finalement que si on regarde le cycle long du carbone organique, il est régénérable, mais sauf qu'il faut des milliers, voire des millions d'années pour le dégrader et pour le régénérer. Ce qui signifie que la formation du cycle n'est pas, compatible avec, notre propre cycle de vie, hein, donc et notre propre rythme de production. Donc on peut bien le considérer comme un système linéaire. Alors évidemment, le rêve étant ou plutôt notre rêve étant de revenir vers ce qu'on appelle une économie circulaire, c'est-à-dire un déchet qui est régénéré en ressources à l'infini et le meilleur exemple en étant, le cycle, du carbone, organique. Alors du coup, bah, on a essayé de recréer ça en se disant on recycle, c'est-à-dire qu'on va régénérer. Donc le recyclage du plastique, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va chercher à refabriquer, l'objet tel qu'il était. Donc vous avez utilisé une bouteille en plastique, eh bien, on va essayer de le recycler, c'est-à-dire qu'à partir du déchet de la bouteille, on va essayer de refabriquer une bouteille en plastique. Sauf que voilà, notre cycle, il a un tout petit peu dérapé et voilà ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une économie circulaire qu'on a mis en place, c'est plutôt une économie tire-bouchon. C'est-à-dire qu'on ne refabrique pas exactement le plastique, l'objet tel qu'il était. On en refabrique un autre. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne sait pas vraiment recycler, on ne sait pas régénérer le plastique à l'identique, à 100 à l'infini, sans avoir d'effets, néfastes et cetera. Ou une pollution secondaire qui est engendrée. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est du décyclage, que l'on appelle recyclage, parce que souvent on a très envie de savoir recycler, donc en étant dans nos élans d'optimisme, on appelle ça du recyclage. Mais en réalité, ce qu'on fait, c'est du décyclage, c'est-à-dire que on va recréer un autre objet auquel il va falloir trouver un débouché. Hein. Et donc, on va remplacer tout un tas d'autres matériaux par du plastique. Il faut chercher de nouveaux débouchés. Et in fine, on n'économise pas en matières premières. Si on était dans une vraie économie circulaire, on n'utiliserait plus, ou moins en tout cas, de pétrole pour synthétiser du plastique. Or, ce n'est pas le cas. Les pays qui recyclent le mieux, qui sont le plus vertueux, comme par exemple les pays d'Europe du Nord, l'Allemagne, qui recyclent jusqu'à 40, 50, voire 60% selon la façon de calculer, eh bien, ils devraient, en théorie, réduire d'autant leur consommation de plastique vierge, c'est-à-dire qui ont été directement fabriqués à partir du pétrole. Or, ce n'est pas le cas. La production, malgré ces taux faramineux de recyclage, la consommation de plastique vierge n'a jamais diminué, n'a même pas commencé à diminuer dans tous ces pays. Ouais.
Donc c'est pas vraiment du recyclage que l'on sait faire, c'est du décyclage. Et donc je vous en donne un exemple, vous avez utilisé dans votre bouteille, vous avez terminé, votre bouteille en PET est récupérée, ensuite on va la transformer en fibres de polyester. Ces fibres de polyester vont servir à la fabrication de pulls. On va donc remplacer de la laine, du coton par des fibres de plastique recyclées qui finiront quand même, elles aussi, inexorablement dans l'environnement. Donc il n'y a pas ce décyclage ne permet en aucune manière de résoudre les problèmes d'accumulation des déchets plastiques dans l'environnement. Autre exemple, eh bien, au lieu de fabriquer une chaise en bois, eh bien, on la fabriquera en plastique recyclé parce qu'on a besoin de trouver des débouchés pour ce plastique décyclé. Voilà, alors où est-ce qu'on en est actuellement? Voilà où nous en sommes en termes alors là, c'est un bilan qui a été fait au niveau de l'Europe que j'ai fait au niveau de l'Europe sur sur les plastiques utilisés pour les emballages. Alors alimentaire, mais pas que, hein. Là, c'est vraiment l'emballage global. Et donc, on peut voir que actuellement, on a 34% des déchets plastiques qui sont incinérés. Donc là, pour le coup, le risque lié aux microplastiques et aux nanoplastiques disparaît. Mais par contre, on le transforme en un risque de production de gaz à effet de serre et donc de changement climatique. Voilà. Ensuite, on en a 16% qui sont enfouis dans des stations d'enfouissement. Donc là, c'est un grand trou, hop, une bâche en plastique et on stocke les déchets. Donc là, par contre, il n'y a aucune raison pour qu'à terme, ces plastiques ne viennent pas grossir le réservoir de micro et de nanoplastiques en devenir, hein. Donc on peut les comptabiliser dans ce réservoir-là. On en a 10% qui sont perdus. On ne sait pas où ils passent. Donc forcément, très probablement dans notre environnement aussi. Ensuite, on en a moins de 5% qui sont recyclés en boucle fermée, c'est-à-dire qu'on va recréer le même objet, alors ou quasiment. Donc le seul recyclage qu'on peut vraiment appeler recyclage, c'est le recyclage mécanique des bouteilles en PET, qui consiste à collecter les bouteilles, à les séparer, à les nettoyer, à les broyer et ensuite à les décontaminer dans des réacteurs à très haute température pour devoir ensuite les repolymériser parce que ces plastiques ont été abîmés. Et ensuite, on les remélange avec des plastiques vierges pour leur redonner des propriétés fonctionnelles correctes. Donc, ou alors on augmente l'épaisseur de la bouteille. Voilà. Donc ça ce n'est réalisable que sur le polyéthylène terephthalate qui représente 7% de notre consommation totale, hein. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est très très limité. Et puis c'est faisable sur un cycle ou deux, mais pas plus non plus. Donc tout le reste de ce qu'on appelle recyclage, en fait 32%, ce n'est pas du recyclage, c'est du décyclage, c'est-à-dire qu'on va soit exporter nos déchets dans d'autres pays, sans trop savoir ce qu'ils deviennent, évidemment, on n'a jamais les moyens de le vérifier. Et puis si nous ne savons pas recycler, je ne pense pas qu'il y ait des endroits sur Terre où il y ait une aptitude particulière au recyclage, au vrai recyclage, j'entends. Et ensuite, donc, décycler tout simplement, c'est-à-dire qu'on va transformer, donc ça on le fait de plus en plus en d'autres objets. Et donc ces autres objets, bien entendu, qui ne font pas disparaître le risque micro et nanoplastique, puisqu'ils finiront eux-mêmes forcément sous la forme de particules de plastique. Et donc, si on fait le point, il faut savoir qu'actuellement, il y a 58% de nos déchets plastiques qui viennent grossir ce réservoir de micro et nanoparticules plastiques en devenir. Alors, je dis réservoir parce que entre le moment où le déchet apparaît et le moment où il devient microplastique, il peut se passer un temps extrêmement long, hein. Actuellement, la grande majorité des plastiques que l'on retrouve dans notre environnement, ce sont des plastiques qui ont été consommés il y a longtemps, hein. Donc il y a évidemment toujours un délai. Voilà, alors, en tant que scientifique, on aime bien parler de ce qu'on sait, mais des fois, on a besoin de parler de ce qu'on ne sait pas. Et actuellement, nos connaissances, si on regarde la chaîne de vie d'un matériau plastique, on connaît bien ce qui se passe
par pendant je dirais les 3 premières étapes parce que c'est-à-dire la production, l'utilisation et le post-usage, mais très peu de temps après l'usage. Parce que pour le plastique, il y a une quatrième grande étape qui est l'après-usage, mais sur le long terme. Et si on sait bien quantifier tout ce qui se passe dans cette limite de temps, hein, parce qu'on a les connaissances nécessaires, donc on connaît ce qui se passe qualitativement et quantitativement. Dès qu'on s'attaque au très long terme, en tout cas en ce qui concerne les plastiques, on a des connaissances extrêmement disparates et on n'est pas capable de quantifier. Donc du coup, quand on utilise des outils comme de l'analyse de cycle de vie qui quantifie les impacts environnementaux, pour le plastique, on ne sait pas quantifier son principal impact environnemental, qui est celui de devenir du plastique particulier, donc des micro et des nanoplastiques sur le très long terme. Donc ce n'est pas pris en compte dans les analyses de cycle de vie. Voilà pourquoi très souvent on parle de bilan carbone pour les matériaux plastiques, alors qu'en fait, évidemment, c'est pas le principal risque lié, je dis pas que c'est pas un risque, mais c'est pas le principal risque lié, aux matériaux plastiques. Donc du coup, le résultat, c'est que lorsqu'on on fait des analyses de cycle de vie, eh bien les matériaux plastiques sont systématiquement favorisés par rapport à tous les autres matériaux, puisqu'on ne prend pas en compte le principal risque. Alors, c'est pas par mauvaise volonté ni rien, hein, c'est juste qu'on n'a pas encore les connaissances scientifiques pour le faire. Alors les solutions, c'est quoi? Ben, la première solution, évidemment, c'est de réduire notre consommation de plastique vierge, à la fois en tant que citoyen consommateur et à la fois en tant que professionnel, puisque tous les secteurs professionnels utilisent du plastique et que le secteur professionnel de l'agroalimentaire est le premier secteur utilisateur de plastique. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, hein, on utilise un plastique, il faut qu'il soit, vraiment, nécessaire, il faut qu'on en ait vraiment besoin, il faut qu'on n'ait pas d'autres solutions à notre disposition et ça, je pense que c'est un travail qui a à peine démarré dans notre société et qui va nous demander de repenser tous nos modes de production, de transport, de consommation et cetera et ça, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de simple, hein. Ensuite, nous, enfin en tout cas dans mon laboratoire, nous avons posé une deuxième priorité qui est, celle de n'utiliser que des matériaux qui soient capables de réintégrer un cycle naturel biogéochimique, ce qui est le cas du papier, du carton, du verre, des métaux et cetera. Donc du coup, quand on développe certains matériaux, on développe des matériaux qui soient, naturellement, voilà pourquoi on développe des matériaux qui sont naturellement biodégradables, en conditions environnementales et ensuite et seulement, on se préoccupe des autres cycles qui sont la réutilisation, le recyclage mécanique, le recyclage chimique monomère et le recyclage organique. Voilà, donc la biodégradabilité naturelle qui est donc équivalente à celle de toute matière organique, est une des meilleures garanties qui existent pour que le matériau que l'on utilise ne s'accumule pas et donc ne déséquilibre pas fondamentalement et massivement notre environnement. Voilà, et donc du coup, quand on cherche à développer ou en tout cas à prioriser des matériaux, la première chose, ici, c'est que ce matériau, on puisse, heu que ce matériau puisse réintégrer un des cycles biogéochimiques naturels et après on se préoccupe de récupérer la valeur économique de l'objet, du polymère ou du monomère. Voilà et donc ça c'est un exemple de matériau que nous développons au sein du laboratoire. Donc on utilise des ressources non alimentaires, renouvelables non alimentaires. Donc on travaille essentiellement sur des résidus agricoles, qu'ils soient liquides ou solides, pour, produire d'un côté des polymères microbiens qui sont biodégradables et des résidus, des charges lignocellulosiques qu'on utilise pour ajuster les coûts économiques, les coûts environnementaux et les propriétés, fonctionnelles de ces matériaux puisque nous nous focalisons essentiellement sur le développement de matériaux dédiés à l'emballage alimentaire. Donc il faut qu'ils aient des propriétés qui permettent à l'aliment de bien se conserver
et donc de permettre de réduire, que le bénéfice soit bien entendu significatif et optimisé. Sachant que ces matériaux, sont, compostables en conditions naturelles, biodégradables et qu'ensuite donc nous travaillons aussi sur le développement de son aptitude à la réutilisation, recyclage polymère et au recyclage monomère. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Merci Nathalie. On va passer aux questions qui sont arrivées pendant votre intervention. Euh, alors, on va commencer par celles dans l'ordre. On va commencer par celles qui sont arrivées avant le webinaire. Donc, une question sur les plastiques dont vous parliez à la fin de votre intervention. Que pensez-vous des plastiques à base d'algues, notamment qui sont développés dans le commerce en ce moment? Oui, oui, bah, c'est très bien, hein, à partir du moment où ils ne sont pas trop modifiés, chimiquement et pas mélangés avec des polymères, conventionnels pétrochimiques, oui, c'est très bien parce que ce sont des matériaux, qui resteront, biodégradables et utilisables. Alors avant, on utilisait beaucoup aussi ou toujours d'ailleurs dans certaines régions tropicales, on utilisait les feuilles végétales comme emballage de pas mal de produits, hein, c'est pareil. Donc ce sont des matériaux qui réintègrent très facilement, donc qui ne s'accumuleront pas et qui ne peuvent pas déséquilibrer fondamentalement l'équilibre de notre environnement. Donc oui, très bien. Mmh. Une autre question sur les types de plastique, parce que ça pose des questions ici durant votre webinaire, pardon. Sur les plastiques biodégradables qui sont disponibles notamment dans les commerces en rayon fruits et légumes, vrac, etc. Est-ce que c'est vraiment Mmh. biodégradable et oui ou non? Et est-ce que ce sont des sources de nanoparticules aussi? Alors c'est un peu dommage, il est un peu dommage que, le débat autour des biodégradables ait été, vraiment rendu confus par certains matériaux qui ont été qualifiés de biodégradables sans l'être. Donc c'est le cas, du PLA, de l'acide polylactique, qui est un matériau très particulier, qui n'est compostable qu'en conditions industrielles. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir monter à une température, suffisamment, élevée pour que, le matériau se dégrade. Mais, pour tous les autres, ce n'est pas le cas. Alors, si vous avez un doute, il vous faut chercher à repérer sur l'emballage un logo qui s'appelle, OK Home Compost. OK Home Compost, donc c'est apposé sur le matériau et là, cela garantit que le matériau est dégradable en conditions naturelles. Mmh, voilà. Donc je Très crois que bien. c'est la meilleure façon de le repérer. Une question sur le devenir des déchets plastiques dont vous parliez. Où sont exportés majoritairement les déchets plastiques, les pays destinataires de nos déchets? Est-ce qu'il y a une cartographie Ah qui existe? ben, oui, alors il y a eu des efforts pour essayer de les tracer, c'est très difficile, hein, parce qu'évidemment, c'est pas ça ces matériaux n'ont jamais été des matériaux nobles et on a toujours essayé de s'en débarrasser assez discrètement. Donc il y a quand même des études, il y a certains laboratoires, notamment, un laboratoire américain qui se penche là-dessus et qui a publié plusieurs études. Après, c'est difficile aussi parce qu'il y a pas mal de pays qui ont, fermé leurs frontières et donc les flux de déchets plastiques ont beaucoup bougé ces dernières années et il semblerait qu'il y en ait pas mal qui aient été, déviés vers certains pays comme la Turquie ou d'autres pays en Afrique. Mais on ne dispose pas de données, très, très fiables sur le sujet. J'espère que ce sera éclairci, et que les producteurs de plastique auront la responsabilité de tracer leurs déchets, bien entendu, et notamment le devenir. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est Donc il est pas, difficile de répondre à cette question. c'est pas inscrit dans la loi, c'est ça ce que vous nous dites, le devenir Non, des plastiques. pas clairement et alors en plus, c'est très difficile à tracer parce que souvent ça part pas vers un pays, c'est-à-dire que ça fait tout un périple et donc si on peut arriver à tracer, des déchets plastiques sur leurs premiers sur les premières étapes de leur voyage, on c'est très difficile de les suivre, on n'en est pas capable.
D'autant plus que beaucoup sont pris en charge par des sociétés qui ne sont pas toujours très transparentes, hein, comme la mafia, par exemple, etc., qui prend en charge une quantité non négligeable de nos déchets plastiques. Donc non, c'est pas quelque chose de transparent encore. Euh, Encore. on, on l'espère. On a plusieurs questions sur le lien entre les nanoparticules de plastique et notre santé. Donc, je vais vous les poser Mm. un peu ensemble. Première question, c'est un peu un historique. Depuis combien de temps le corps humain contiendrait des matières plastiques? Est-ce qu'on le sait? Et puis, deux questions Bah, un peu. Deux questions, je continue et puis après je vous laisse. Deux questions ouais, ouais, sur, allez-y. sur l'impact sur les prochaines générations. C'est déjà, vous l'avez dit je crois, est-ce qu'on sait déjà quelles générations seraient plus impactées? Est-ce que ce sont nous, nos enfants, nos petits-enfants? Est-ce qu'on a une visibilité là-dessus ou est-ce qu'on n'a pas de... C'est encore la limite de la connaissance. Voilà. Ah bah oui, on est toujours dans les limites de la connaissance, mais disons qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'on est dans les limites de la connaissance qu'on ne sait pas qu'il y a un impact, hein. On sait qu'il y a un impact, on sait qu'il y en a déjà sur notre santé, mais on n'est pas capable de le quantifier. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire qu'il va y avoir tant de morts. Et d'ailleurs, pour le réchauffement climatique, c'est pareil, c'est très difficile de faire ça, parce que ce sont des impacts sur le très long terme. On n'a pas toutes les connaissances parce qu'ils sont difficiles à acquérir, que ce sont des connaissances aussi qui coûtent très très cher, qui demandent des investissements en recherche très importants, et qu'actuellement, ceux qui auraient les moyens d'investir, ce sont justement ceux qui n'ont pas forcément intérêt à ce que ces connaissances se fassent jour. Donc, il faut que la société se mette en marche aussi pour investir dans ces domaines dont il y a un besoin énorme de connaissances. Donc, on sait qu'on en a, qu'il y a déjà des particules de plastique dans nos corps, qu'on on en retrouve. Alors évidemment, là, le problème, c'est que c'est très difficile de suivre, hein. Alors moi, je ne suis pas spécialiste et je pense qu'il y a des spécialistes bien plus qualifiés que moi, d'ailleurs, peut-être parmi ceux qui nous entendent sur ce sujet-là. Dommage qu'on ne puisse pas d'ailleurs leur laisser la parole. Il y a énormément d'études, c'est-à-dire que les publications scientifiques arrivent à un rythme extrêmement important sur ce sujet. Il est très difficile de suivre, hein, c'est pas simple. Mais on peut citer par exemple là les dernières publications où on a trouvé justement des particules de plastique en quantité très importante dans les selles des nouveau-nés, etc. Donc on sait qu'il y en a, on a un petit peu partout. On sait qu'il y a quand même de très bonnes bases scientifiques pour qu'on sache qu'il y ait, pour qu'on puisse dire avec certitude qu'il y a déjà et qu'il y aura de plus en plus d'impact sur notre santé. Euh, c'est toujours un peu compliqué parce que ce sont des effets sur le long terme, mais aussi des effets. En fait, c'est une matière qui arrive longtemps après utilisation. Donc peut-être que je vais revenir sur la question depuis combien de temps. Depuis combien de temps, ça c'est important parce que en fait, on va dire qu'on utilise des plastiques de façon massive depuis une cinquantaine d'années. Et que ces plastiques, depuis une cinquantaine d'années, quelque part, donc on les a enfouis ou très peu incinérés en fait, mais enfouis, puisqu'on en a réparti plus de 9 milliards de tonnes sur Terre depuis une cinquantaine d'années. Et il leur faut du temps pour se retrouver sous la forme de microplastiques. Donc, alors certaines sont déjà dans une forme très proche des microplastiques, hein, lorsque les fibres des vêtements, etc. Donc là, ça va très vite. Pour les autres, plus le plastique est épais et plus il va lui falloir un temps long. Alors, il faut aussi dire qu'on parle du plastique, mais en fait, il y a des centaines de plastiques différents, plus ou moins résistants, etc. Donc voilà, donc en fait, ça s'étale sur un temps très très long. C'est-à-dire que le moment entre le plastique est fabriqué, il est utilisé, ensuite il se retrouve sous forme de microparticules qui va pouvoir s'accumuler dans les compartiments de notre environnement et dans ceux des êtres vivants. Et bien là, ça peut être un laps de temps qui peut aller de quelques dizaines d'années à quelques milliers d'années. Donc c'est quelque chose qui se passe sur un temps très long. Alors, depuis combien de temps il y a des microplastiques dans nos corps? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire que le fait que les scientifiques aient sorti leur première publication sur le sujet, ça date vraiment de l'apparition? Non, je ne crois pas.
On va dire qu'on a commencé à s'inquiéter finalement il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a une quinzaine d'années, vraiment 10-15 ans. On a commencé à s'inquiéter parce qu'on a commencé à s'apercevoir qu'il y en avait un petit peu partout. Après, il y a aussi le fait qu'il faut pouvoir les doser, les détecter. Là aussi, c'est assez compliqué. Quels moyens, qu'est-ce qu'on devrait faire, les politiques, la réglementation, pour forcer la transition justement au plus vite, sortir de ce plastique, de cette planète plastique comme vous l'appelez? Eh bien, les moyens, la première chose, c'est qu'il faut communiquer, sensibiliser. Enfin, en tout cas, moi, je crois en la sensibilisation plutôt que dans les obligations, les interdictions, etc. Les obligations et les interdictions sont parfois indispensables, mais je pense qu'on doit passer forcément par une première étape de sensibilisation. Et ça n'a pas encore été fait. Alors pourquoi c'est important? Parce que là, il faut que ce soit les autorités publiques qui le prennent en charge pour éviter les communications, parce qu'actuellement, toutes les communications sur le plastique sont réalisées par divers acteurs de la société qui nous abreuvent d'injonctions contradictoires, hein. Quand on a un message, clac, on se retrouve avec notre message ensuite. Enfin, c'est très anxiogène. Donc, il faut qu'il y ait une communication claire comme sur ce sujet, juste pour informer que l'utilisation de plastique n'est pas un geste bénin et que si on peut s'en passer, eh bien, on s'en passe. Voilà, c'est tout. Et je crois que ça, c'est important. Il est important aussi qu'il y ait que chaque secteur industriel se fixe des objectifs de réduction de plastique vierge. Et plutôt que de promouvoir une solution clé en main qui est contournable et qui est discutable, etc., par exemple, c'est ce qu'a fait l'Europe avec sa stratégie plastique et recyclage. Je pense qu'il serait bien mieux, plus pratique, de fixer à chaque secteur industriel des objectifs de réduction de consommation de plastique vierge et ensuite de leur laisser à chacun le choix des armes. C'est-à-dire que comme chaque secteur utilise des plastiques différents dans des conditions différentes, etc., les solutions vont être complètement différentes. Dans certains cas, le plus simple, ça sera de s'en passer ou de le remplacer par autre chose ou alors de le retraiter. Enfin bref, en fait, on a à notre position tout un tas tout un arsenal de moyens de lutte et il faut que chaque secteur industriel s'approprie ces moyens de lutte en fonction de ce dont il est capable de faire. Voilà, donc pour moi, c'est les deux choses les plus importantes. C'est sensibiliser, informer, communiquer, mais de façon simple, claire et directe pour éviter les effets très, très anxiogènes de toutes les injonctions contradictoires. Et puis, la deuxième chose, c'est de donner au secteur industriel des objectifs de réduction de leur consommation de plastique vierge, en leur laissant là aussi le choix des solutions, c'est très très important, quelle que soit la façon dont ils pourront y arriver. Très bien. Une question, alors je vous la lis, hein, parce qu'elle est pas besoin de la reformuler. C'est une question sur l'usage, enfin le problème à la base, selon la personne. Le problème du plastique ne vient-il plutôt pas du fait que le plastique est fabriqué à partir de sous-produits du raffinage du pétrole? Sans plastique, pas de débouché pour ces sous-produits, donc il faudrait stocker des quantités faramineuses de pétrole, justement. Qu'en pensez-vous? Ah oui, bah, c'est une bonne question. Je dois avouer que donc d'après vous, si on utilise des plastiques, c'est uniquement parce qu'on cherche des débouchés aux sous-produits, du pétrole? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que, alors, je suis pas bien capable de répondre parce que je connais pas non plus la filière pétrochimique dans tous ses détails, mais je suis pas sûre parce qu'il y a eu quand même énormément d'investissements, y compris de la part des plus gros industriels dans ce secteur pour créer des plastiques, pour être capable de fabriquer des plastiques à partir de maïs ou de sucre. Bon, alors c'est peut-être que des effets de greenwashing, hein, parce que du coup ça permet d'appeler ça bioplastique, alors qu'en fait c'est un plastique qui a la même caractéristique, mais alors, bah, c'est une bonne question. Quel est le poids du besoin de recherche de débouchés de ces sous-produits du pétrole? Je ne sais pas. Je dois avouer que je ne suis pas capable de répondre clairement. C'est intéressant. Ouais, je me poserai plus précisément la question. On fera un webinaire prochain sur cette question. Ouais, c'est Euh, ça. alors, il y a énormément de questions. Merci beaucoup, hein, de les poser. Du coup, on essaye de faire le tri.
Alors, une question sur le jardinage. Question jardinage. Est-ce que je peux mettre du plastique home compost dans mon potager après compostage? Est-ce que c'est vraiment une bonne matière organique? OK, home compost, oui. Alors après, bonne matière organique, ça, il faudrait parce que souvent, on garantit la biodégradabilité, on garantit pas, la qualité. C'est-à-dire qu'on n'étudie pas après derrière la qualité, agronomique du sol, hein, c'est clair, hein. Donc, alors qu'on devrait le faire, bien entendu. Là aussi, c'est un domaine qui reste assez inexploré. Donc, oui, vous pouvez le mettre dans votre compost, sauf si vous habitez dans des pays très, très froids, parce que là, pour le coup, ça se dégradera pas bien, mais oui, bien sûr, c'est fait pour ça. Mais attention, il faut qu'il y ait, home compost, le OK home compost. C'est important, sinon ça va pas le faire. Alors, une question très technique, excusez-moi si je ne donne pas le bon nom de la bactérie. Que pensez-vous des Oui, connaissances sur une bactérie nommée Saccharomyces, produisant des enzymes capables de mmh mh. dépolymériser les PET? Voilà, et puis juste avant, on a, pourrait-on Mmh. imaginer, une élimination des plastiques par des bactéries mangeuses de plastique? Oui, donc il y a énormément de recherches aussi là-dessus. Sur le développement en tout cas la découverte, la recherche de ces bactéries. Donc bien entendu qu'il existe des bactéries, ou du moins on a pu en trouver, qui possèdent les outils biologiques pour pouvoir couper, ces polymères, chimiques, hein, qui n'ont pas été synthétisés naturellement. Donc, la grande majorité des organismes vivant sur terre n'ont pas les outils enzymatiques pour dégrader ce plastique. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il pose problème. Donc il y a certaines bactéries qui possèdent ces outils. Alors bien entendu qu'on pourra traiter les plastiques. Moi, je pense sincèrement que ça fera u pas c'est une partie de la solution, hein. Quand on fait d'ailleurs du recyclage, enzymatique, c'est aussi ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on s'approprie, ces enzymes pour pouvoir ensuite découper, le collier de polymère en petites perles, et ensuite on sépare les perles des impuretés et on resynthétise chimiquement pour recréer le polymère. Mais attention, c'est quand même, ça sera jamais une voie massive de traitement des déchets plastiques. On va pas pouvoir, mettre des en tout cas prendre le risque de répandre ces bactéries en très grande quantité aussi dans notre environnement. Donc ça restera toujours extrêmement limité, et surtout ça va rester limité parce que, il n'y a pas un plastique, il y en a des centaines, et donc pour chaque plastique, il faut une bactérie particulière. Et en plus, les bactéries pour lesquelles on sait justement couper, c'est le polyéthylène terephthalate. Ce fameux polyéthylène terephthalate qui est le seul qu'on peut recycler, mécaniquement. Alors pourquoi? Parce que c'est un polymère qui a un gros cycle, au milieu, et qui fait qu'on arrive plus facilement, bon schématiquement bien entendu, mais les enzymes arrivent plus facilement à les couper, cette chaîne. Or, c'est un polymère qui est quand même, qui est le seul qui est recyclable par voie mécanique, et 2 qui représente que 5 à 7 de notre consommation totale. Les autres polymères plastiques, polyéthylène, haute basse densité, PVC, et cetera, ce sont des matériaux qui sont très, très peu sensibles à cette attaque biologique. Et même lorsque les bactéries sont capables d'attaquer, il existe toujours un gros hic avec ces attaques, donc microbiennes et enzymatiques, c'est la vitesse de dégradation qui reste toujours extrêmement lente. Donc actuellement, ça, c'est vraiment c'est le gros ennemi des chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là, à essayer, d'accélérer, le phénomène qui reste extrêmement lent, c'est-à-dire, difficilement, compatible avec heu, une application qui soit rentable, économiquement et environnementalement. Voilà. Donc, oui, mais c'est quand même une solution qui est porteuse d'avenir, mais pas de façon massive, hein. C'est sur une niche d'application bien précise. Une question sur le secteur de alors je ne sais pas si vous avez les chiffres, sur le secteur de l'immobilier et des travaux. On sait que c'est un fort pollueur. Est-ce qu'on a un ordre de grandeur quant à la production de plastique dans ce secteur-là? Est-ce qu'on sait ou Oui, oui, on en utilise à peu près, 20-25 je crois, quelque chose comme ça. L'électronique aussi d'ailleurs, hein, électronique, informatique, c'est une grosse partie aussi. Le transport, énorme aussi. Alors peut-être que le bâtiment, c'est peut-être un peu moins d'ailleurs, je me dis. Bon, admettons non, je sais pas bien. Moi, je dirais entre 10 et 20. J'ai pas les chiffres exacts en tête.
Le bâtiment, alors, il faut quand même savoir que nos technologies de transition, qu'elles soient écologiques ou numériques, font appel énormément au plastique. Donc, on dématérialise beaucoup de choses, par exemple, mais on le rematérialise sous forme d'équipements électroniques, informatiques. On fait de la transition écologique, donc on va par exemple isoler des bâtiments, mais cette isolation se fait que ce soit dans les murs, dans les huisseries, dans les sols, les plafonds, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des polymères plastiques. Et c'est un petit peu aussi le cas dans l'agriculture, c'est-à-dire lorsqu'on veut diminuer l'utilisation d'intrants, limiter la consommation d'eau, etc., ben, on utilise des plastiques aussi. Augmenter la productivité, tout ça repose énormément sur des plastiques. Alors après, quand on fait les bilans environnementaux, c'est toujours positif puisque le principal risque lié au plastique n'est pas comptabilisé. Donc du coup, évidemment, ça facilite. Et c'est bien ce contre quoi justement je me bats. Je pense qu'il est important de prendre en compte nos connaissances, mais il faut aussi prendre en compte nos ignorances. C'est très important. Et là, pour le coup, sur le plastique, tout ce qui se passe très longtemps après son utilisation, on a encore énormément d'ignorance. Deux questions, enfin une question en deux parties. Qu'en est-il des matériaux en partie plastifiés, papier plastifié, carton en partie plastifié, sont-ils recyclables, biodégradables? Et une question qui en découle, est-ce qu'au final, pour ces plastiques qui finissent dans notre poubelle, est-ce qu'il n'est pas préférable de les mettre dans la poubelle de recyclage ou dans la poubelle destinée à l'incinération? Voilà. Le devenir de ces plastiques non 100% recyclables. Alors, c'est vrai on les montre beaucoup du doigt, c'est ce qu'on appelle des composites plastiques. Alors, bon, je vais certainement prendre à rebours tous vos a priori sur le sujet parce qu'il y a eu énormément de communication autour pour dire que ces matériaux n'étaient pas recyclables, ce qui est en partie vrai, sauf qu'ils ne sont pas recyclables, mais la grande majorité des plastiques ne le sont pas non plus. Ils sont décyclables, ce qui change beaucoup de choses. Donc, ce qui change complètement. Donc, attention, les mots, il faut les utiliser avec beaucoup d'attention, beaucoup de précaution, parce que du coup, ce qu'on appelle recyclage, ça n'en est pas et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, ce que je vois quand même, c'est que je ne dis pas que c'est l'idéal, pas du tout, mais ça permet de réduire la quantité de plastique utilisée. C'est-à-dire qu'on va utiliser par exemple le papier et le carton pour assurer la rigidité, etc. Et on va juste utiliser une fine couche de plastique pour assurer l'étanchéité. Donc au lieu d'utiliser par exemple 5 grammes de plastique pour une barquette, on va en utiliser 1 ou voire 0,5. Donc ça permet quand même de réduire énormément la pollution qui est engendrée derrière. Alors si le plastique était recyclable et quand le plastique le sera, peut-être qu'on pourra se dire, bon, ces matériaux posent problème. Mais ce n'est pas encore le cas à ma connaissance. Donc voilà, faites bien attention. Ces matériaux ne sont pas, ces matériaux, leur partie carton, papier, tout ça, etc., est bien biodégradable, mais la partie plastique ne l'est pas, donc va rester, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il faut en faire? Je sais pas. Je sais pas. De toute façon, oui, c'est peut-être mieux de les incinérer. En tout cas, s'ils sont enfouis, ils produiront beaucoup moins de microplastiques que le plastique qui n'en contient pas, qui n'est pas composite et qui est du plastique pur. Et, et voilà, mais voilà, il faut juste faire très très attention lorsqu'on on dit que ces matériaux-là ne sont pas recyclables, parce qu'en fait, 96% des plastiques qui sont soi-disant recyclés ne le sont pas, ils sont décyclés. Donc, in fine, il n'y a pas beaucoup. Voire même, je pense que s'ils permettent de réduire la quantité de plastique vierge utilisée, eh ben, c'est pas mal, quoi. C'est déjà une première étape. On va commencer par ça. Une question, alors je ne sais pas si vous avez les chiffres. Aujourd'hui, dans le commerce, quelle est la proportion d'objets fabriqués à 100% de plastique recyclé par rapport au total, je pense, par rapport au mix?
Alors, recycler, vous voulez dire vraiment recycler? Parce qu'on va se retrouver tout le temps avec la même problématique. Alors, des vrais recyclés, je dirais qu'il y a à peu près 0,5%. C'est les bouteilles en plastique que vous trouvez, les bouteilles d'eau, les barquettes aussi, certaines barquettes en PET. Alors, vous les reconnaîtrez assez vite parce qu'elles sont un peu plus épaisses que les autres, etc. Donc, ça représente vraiment un pourcentage très faible. Voilà. Après, le reste, c'est du décyclage. C'est autre chose. Hmm, d'accord. Donc, principalement les bouteilles d'eau, en gros, c'est ça. Bouteilles plastiques. C'est ça. Mm. Alors, une Alors question. pourquoi aussi? Parce que c'est moins. Lorsque le plastique a été utilisé au contact de l'eau, il est beaucoup moins abîmé que les autres plastiques. Donc, Hmm. c'est pour ça qu'on peut le retransformer. Une question sur le. Alors, avons-nous calculé le coût et organisé une projection sur la surveillance sur des centaines d'années de durée de vie du plastique que l'on trouve dans les grandes décharges recouvertes maintenant? Je ne sais pas si Eh c'est clair. bien, on commence. Ah, si. Enfin, si, je sais pas. Pour moi, oui, en tout cas. Hmm, Donc, que deviennent les quantités monstrueuses, astronomiques, monstrueuses de plastique que nous avons stockées dans nos décharges, sauvages et pas sauvages, hein, parce que ça ne change rien, qu'elles soient sauvages ou pas. C'est une bonne question qu'on est en train de se poser. Donc, il y a eu quelques publications qui sont sorties récemment sur le sujet et qui ont essayé de quantifier la quantité de plastique particulière, micro et nanoplastiques, qui sont issus justement de nos décharges, hein, puisque vous savez que dans les décharges, il y a des systèmes d'évacuation des flux et quelle quantité on peut en attendre à l'avenir. Il y a eu quelques publications qui sont sorties là-dessus, mais ça reste encore un domaine extrêmement peu étudié puisque c'était pas noble du tout de travailler sur les déchets, puis alors encore moins sur les décharges. Donc, quel chercheur s'est investi sur ce sujet-là? Il n'y en a pas tellement. Et donc là, on essaie de rattraper le temps perdu, hein. Il y a pas mal de projets qui démarrent, mais on n'a pas encore, on a très peu de connaissances. d'accord. Il va Question falloir sur. aller se pencher, ouais, sur le Ouais. devenir. Et attendre quelques années pour avoir des résultats. Qu'est-ce- Oui, vous êtes optimiste là. Je dirais au moins 10 ans. Ouais. Une question sur le décyclage dont vous parlez. Est-ce qu'on peut décycler plusieurs fois? Euh, Rarement, hein, parce que le plastique est très très dégradé après, hein. On peut, sur le plastique, non, ça serait pas peut-être, mais de façon extrêmement limitée. Donc, non, ce décyclage souvent a lieu qu'une fois, hein. D'accord. Et on arrive bientôt à la fin de l'heure. Je ne sais pas si vous reste un tout petit peu de temps, Nathalie. Il reste deux, trois questions. Oui, allez-y. Ouais, pas de souci. Alors, est-ce qu'on est en capacité de produire suffisamment de composants carbonés non alimentaires pour remplacer la majorité des plastiques alimentaires aujourd'hui? Eh bien, moi je dirais non. Alors non, pas seulement en termes de quantité, mais aussi en termes de fonctionnalité, d'où mon insistance sur la définition des plastiques qui sont indispensables. Après, il faut savoir qu'il ne faut pas essayer de remplacer tous les plastiques qu'on utilise actuellement, puisque tous ne le sont pas indispensables. Donc il y en a beaucoup. Moi, je l'estime à une grosse moitié, dont on peut se passer très facilement en changeant de pratique, etc. Donc voilà, après, il faut essayer de composer avec toutes les solutions. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une solution qui va nous apporter. Il n'existera pas de solution miracle. Il existe déjà toute une gamme de solutions, qu'elles soient technologiques ou pas, qui vont nous permettre de réduire notre consommation de plastique vierge. Voilà, c'est ça le plus important. Et Je vais terminer avec une dernière question et puis on va clôturer la session. Euh, Pourrait-on, avec une filière propre et locale, faire une collecte de certains plastiques pour refaire directement des composés pétroliers? Est-ce que c'est possible, voilà, à l'échelle locale, de faire ça? Alors, je ne sais pas si. ben oui, parce que, alors oui, ça aussi, c'est un élément de solution, hein. Il y a des technologies comme la pyrolyse, etc., qui permettent de fabriquer des carburants à partir du plastique. Et
Là aussi, ça paraît toujours magique comme ça quand on le dit, quand on le prononce ou quand on le voit sur le papier, sauf qu'après, quand on regarde les contraintes technologiques, c'est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir mélanger tous les plastiques ensemble avec la même technologie pour tous les plastiques, s'ils sont dégradés, pas dégradés, etc. Donc, ça marche que pour une certaine quantité de plastique. Et encore une fois, ça marche beaucoup mieux toujours avec ce PET, ce fameux PET, que les autres plastiques, ce qui est un peu dommage, parce que ça ne représente pas la grande majorité. Mais bon, oui, 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 ça c'est une voie, et d'autant plus qu'il y a possibilité aussi de pouvoir d'avoir des équipements de petite dimension, hein. Il y a déjà pas mal de projets qui étudient ça un petit peu partout, et notamment dans les pays en développement, qui se retrouvent confrontés aussi à ces quantités astronomiques de plastique, les leurs et les nôtres. Et il y a pas mal de travaux là-dessus, ouais. Mais là, c'est pareil, c'est pas simple, quoi. C'est quelque chose qui est très, très compliqué. Le plastique utilisé dans les bouteilles dures, par exemple, libère-t-il des composés toxiques à haute température? Contact avec de l'eau bouillante Dans notamment. les bouteilles de quoi? J'ai pas entendu. Dans les bouteilles Les dures. plastiques utilisés Les plastiques durs, utilisés dans les bouteilles dures. rigides. Oui, oui. Oui, oui, oui. Bah, alors après, ça, c'est une autre problématique, hein. C'est la problématique des migrations. C'est-à-dire que lorsqu'on met un plastique au contact d'un aliment, il y a possibilité de migration. Et souvent, un plastique, on parle de polymère, mais ce qu'on oublie, c'est que le plastique contient beaucoup d'additifs, de quelques pourcents jusqu'à plus de 30% d'additifs. Et les additifs, c'est pas du polymère, c'est encore autre chose. Donc là, alors, bon, pareil, hein, lorsqu'on va parler de recyclage, c'est compliqué. Mais ça l'est aussi lorsque c'est au contact des aliments, parce que ces additifs, ce sont des petites molécules, et comme l'aliment reste longtemps au contact de l'emballage, il va pouvoir y avoir migration vers l'aliment, et ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va ensuite consommer. Même si c'était mis au départ dans l'emballage, c'est quelque chose qu'on va consommer directement. Donc il y a là, par contre, pour le coup, même s'il y a eu beaucoup de cafouillage, je dirais, il y a une vingtaine d'années, il y a eu énormément de recherches sur le sujet. Je ne dis pas qu'on connaît tout, hein, on ne connaît pas tout, mais quand même, il y a de connaissances, il y a une réglementation qui a été mise en place et auquel j'ai beaucoup participé, beaucoup contribué, et qui réglemente justement ces migrations. Alors, bon, évidemment, on garde tous en tête les scandales des perturbateurs endocriniens, des phtalates. On n'avait soit pas prévu les migrations telles qu'elles sont arrivées en réalité, c'est le cas des phtalates, soit on n'avait pas prévu l'impact, l'effet que ça pouvait avoir sur le long terme, l'effet rebond aux faibles doses, etc. Bon. Mais il existe quand même une législation qui permet de limiter les dégâts, j'allais dire, ce qui n'est pas du tout le cas sur l'impact des plastiques, des déchets plastiques. C'est-à-dire que le plastique pendant son usage, la sécurité du plastique pendant son usage est relativement bien réglementée. Là encore, je le répète, c'est pas parfait, mais quand même, il y a des recherches, il y a des investissements, il y a des réglementations, il y a des contrôles. Par contre, l'impact sur la santé des déchets plastiques après utilisation, c'est-à-dire le retour de ces plastiques vers l'être humain, vers son environnement et vers l'être humain, ça, c'est pas réglementé, hein, parce qu'on ne dispose pas encore suffisamment de connaissances sur le sujet. Donc voilà, et on a énormément de travaux, et l'INRA est bien entendu aux premières loges de ce besoin de connaissances et de recherche. Ça marche. Et le sera demain encore, INRAE du coup. Et même, je vois la dernière question, avec la volonté de faire des bilans carbone pour chaque, cela va peut-être permettre une vision plus précise de l'importance des plastiques. Je le répète encore une fois, je crois que c'est la troisième fois, les ACV et les bilans carbone ne prennent pas en compte l'impact majeur des plastiques liés aux micro et nanoplastiques. Ce n'est pas quantifié. Donc, les bilans carbone ne servent à rien ou à pas grand-chose quand il s'agit des plastiques. Voilà. Je suis désolée, mais je dois vous décevoir, mais c'est comme ça. Non, il faut le dire les choses. Merci beaucoup, du coup, Nathalie. On a pris la majorité des questions. Désolé si on n'a pas pu répondre à toutes. On a essayé de faire au mieux en 1 heure. Merci de vos disponibilités, Merci pour Nathalie. votre invitation. Merci pour l'éclairage. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, merci beaucoup à Nathalie. Bon après-midi à tous. Merci à vous. Au revoir.